Bien, écoutez, je pense que nous sommes là, largement au-delà du quorum, avec des élus qui sont aussi en distanciel. Je vais laisser tout d'abord Pauline Martin, première vice-présidente, faire l'appel, et puis ensuite nous désignerons un secrétaire de séance, et puis nous adopterons le PV avant que je fasse mon discours. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. J'appelle donc Marie-Laure Baudouin, Laurence Bellet, Christophe Bouquet, qui est excusé pour la journée, Thierry, qui sera peut-être en visio cet après-midi, Thierry Bracmont, Christian Brault, Francis Kamal, qui est covidé, qui a donné pouvoir au président Godet, Christophe Chailloux, qui a donné pouvoir à Hélène Lorme, Baptiste Chapuis, Grégoire Chapuis, Marie-Agnès Courroy, Aude Denisot, Marianne Dubois, Nelly Dury, Lynne Fleury, Jean-Pierre Gabel, Anne Gabory, Mathieu Gallois, Florence Galzin, qui doit être en visio, Marc Godet, Hervé Gora, Alain Grandpierre, Karine Haribé, qui est excusée et qui a donné pouvoir à Baptiste Chapuis, Nadia Labadi, Isabelle Lançon, Ariel Lévy, Farah Loiseau, Hélène Lorme, qui est en visio. Présente. Juste pour l'information, nous n'avons pas le retour image dans la salle, en fait. C'est entendu en régie? On entend, ouais. On a que le son, donc ce qui est quand même intéressant, mais on n'a pas l'image. Ça va venir. Gérard Malbeau, Pauline Martin présente, Corinne Melzassar, Jacques Mézas, Frédéric Néraud, Sophie Pellat, Hugues Rimbourg, Ludivine Ravelot, Jean-Luc Riglet, Hugues Saury, Vanessa Slimani, Christine Tellier, Dominique Tripet, Philippe Vacher, qui est à l'AG de la SAFER, est excusé à donner pouvoir à Madame Galzin, et Jean-Vincent Valiès. J'ai oublié de préciser qu'Anne Gabory était aussi en visio. Monsieur le Président, vous avez largement le quorum. Merci. Donc, alors Hélène, il te manque quoi? On voit pas autant tout à l'heure en CP, on avait le retour salle, on avait l'image salle et on voyait totalement. Là, on voit rien. Là, on a juste l'écran avec les personnes qui sont à distance. Nous, on a bien Anne Gabory qu'on voit, mais écoute, je sais pas, peut-être qu'il faut te déconnecter, te reconnecter, je sais pas où. Sinon, je ferai que avec le son. Anne nous voit aussi. Ah ben, Florence est là. Anne et Florence, vous nous voyez ou pas? Je vois Marc et je vois la Pauline. Oui, oui, c'est ce qui c'est sûr qu'il y a l'écran. D'accord. Moi, je vous vois. Hein. Moi, je vous vois. Bon, je fais le son et puis on verra après. Ok, l'essentiel étant le son, évidemment. Bien, en tout cas, je souhaite un prompt rétablissement à tous ceux qui sont, je dirais, touchés par la Covid ou qui ont des soucis de santé. Donc, revenez-nous vite. Mais on voit bien que le virus circule toujours, et je dirais même de plus en plus, pour en avoir été aussi victime la semaine dernière. Bien, donc nous allons désigner un secrétaire de séance ou une secrétaire de séance. On a coutume de prendre le ou la plus jeune, et je crois que le plus jeune, c'est Ariel Lévy, me semble-t-il. Voilà, je vous propose le secrétariat à Ariel Lévy. Bon, c'est pas une lourde tâche, hein. Voilà. Ensuite, je vous propose d'adopter le procès-verbal de la précédente session. Donc, vous l'avez reçu par voie dématérialisée. Enfin, c'est de l'audio avec tous les temps de parole qui sont bien minutés. Est-ce que vous avez des remarques sur ce PV de séance? Non, je vous propose de l'adopter. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Bien, merci. Mes chers collègues, les Français se sont exprimés ce week-end à l'occasion du premier tour des élections législatives. Le taux de participation s'est élevé en France à 47,51%. C'est donc moins d'un Français sur deux qui a pris le chemin des urnes dimanche dernier. La période a été longue depuis le deuxième tour de l'élection présidentielle, tout comme la nomination du nouveau gouvernement. On peut ainsi constater, au regard des résultats du premier tour, comment nos concitoyens peuvent être un peu déboussolés. Ça traduit bien cette fracture qu'il peut exister entre les habitants et la représentation politique. Face aux populistes et aux extrêmes, notre pays a besoin de stabilité, de décisions raisonnables, mais aussi de positivisme et d'envie de réussir ensemble grâce à de réels atouts. Il se nourrira, à mon sens, de toutes les bonnes volontés,
notamment de la part de tous ceux qui veulent s'appuyer sur les territoires pour accompagner le pays dans sa transition. En effet, je crois que les derniers scrutins accélèrent ce questionnement incontournable que nous devons enfin poser sur le fonctionnement de notre démocratie. La verticalité et le centralisme parisien nous conduisent aujourd'hui à ses pires effets. La défiance à l'égard du monde politique n'a jamais été aussi forte et le désintérêt pour la chose publique aussi prégnant. Dépassons enfin ce stade du constat. Il est venu le temps d'imaginer un nouveau système démocratique, plus décentralisé, vous vous doutez bien que je suis toujours dans cette démarche, où les collectivités animeront et développeront les territoires, répondant au plus près des préoccupations de leurs habitants, quand l'État focalisera son action sur les dépenses et les missions purement régaliennes, en faire moins pour faire mieux. D'autant plus que les premiers échanges de départements de France avec le gouvernement nous confirment la fin du « quoi qu'il en coûte » dès après le second tour des législatives. La situation des finances publiques se dégrade très rapidement sous l'effet conjugué du fort ralentissement de la croissance. Nous sommes passés en quelques mois de 4% pratiquement à 0%. Quant à l'augmentation des taux, il alourdit considérablement le coût du refinancement de la dette de l'État sur les marchés. La loi de finances rectificative post-législative devrait intégrer des mesures qui pèseront aussi sur les finances départementales. Augmentation de la valeur du point d'indice, ainsi que, semble-t-il, le relèvement des minima sociaux. Les autres décisions concernant les finances locales seront arrêtées dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques à l'automne. A priori, aucun dispositif n'est à ce jour arrêté s'agissant des modalités de réalisation de l'objectif d'économie de 10 milliards sur les finances locales. Il a été toutefois indiqué que toutes les collectivités seraient concernées et que, contrairement à ce qui avait pu être compris, il n'y aurait pas de baisse de dotation. Le message sur le rejet très majoritaire par les collectivités locales d'un nouveau dispositif type contrat de Cahors, que nous avons connu il y a déjà quelques années maintenant, aurait été pris en compte. Mais dans les faits, sauf à s'appeler Gérard Majax, le gouvernement devra bien, quel qu'il soit, devra bien prendre des mesures coercitives s'il veut se conformer à cet impératif de 10 milliards d'économies. Départements de France reste plus que jamais vigilant sur des décisions qui pourraient être prises de façon unilatérale par le gouvernement, par le futur gouvernement. En ce qui concerne notre collectivité locale du Loiret, nous serons amenés à nouveau à évoquer notre trajectoire financière à l'occasion de la présentation par Christophe Bouquet, rapporteur général du budget, du compte administratif 2021 et de l'ADM1. Le programme pluriannuel d'investissement que je vous présenterai en fin de session est envisagé pour la totalité du mandat. Il court ainsi jusqu'en 2028 pour un total de plus d'1 milliard d'euros. Vous l'aurez remarqué, malgré les contraintes financières actuelles, nous faisons preuve de volontarisme et vous proposons d'afficher une véritable ambition pour notre territoire. Le devoir de résultat ou l'impérieuse nécessité d'assurer un changement concret et positif. Voilà, mes chers collègues, le sens de notre action au quotidien dans cette Assemblée. Je crois pouvoir dire que le travail s'y effectue en bonne intelligence, avec le souci premier de répondre aux problématiques du Gâtinais, de la Sologne, de l'Orléanais, de la Beauce, du Berry, de la Puisaye, comme du Val-de-Loire. Je pense que j'ai oublié aucune région naturelle. C'est pourquoi cette session sera encore riche en projets structurants. Nous continuons ainsi à préparer l'avenir en jetant les prémices d'une future société d'économie mixte, une SEM, qui permettra au département d'engager une vaste opération de production d'énergie renouvelable avec le déploiement de dispositifs photovoltaïques sur nos collèges et nos bâtiments départementaux, mais aussi sous forme d'ombrières ou de fermes photovoltaïques. À terme, cette SEM départementale aura aussi vocation, à travers des participations sur des projets spécifiques, éventuellement aussi portés par des communes ou des intercommunalités, à drainer du financement citoyen participatif. Jean-Luc Riglet en présentera les grands enjeux avant d'évoquer la création d'un nouvel espace naturel sensible. Donc les 1000 hectares seront désormais protégés dans le Loiret. Et ce n'est pas fini. Enjeu d'avenir également, le sujet de la santé, évidemment. Nous suivons tous avec inquiétude les difficultés rencontrées actuellement par nos hôpitaux et le système d'urgence. Nous avons décidé d'accompagner l'élan d'espoir qu'a suscité l'annonce du Premier ministre et la création d'un futur CHU et d'une faculté de médecine à Orléans. Laurence Bellet et Lynn Fleury vous présenteront la refonte du règlement pour l'attribution de bourses à destination des futurs étudiants, qui existait déjà, mais qui a été retravaillé. L'objectif est bien de délivrer le maximum de bourses, puisqu'elles seront conditionnées à une obligation d'installation d'au moins 5 ans dans le Loiret.
Notre dispositif sera également ouvert aux étudiants de facultés européennes de médecine et par exemple, je dis bien par exemple, les étudiants suivant à Orléans le cursus, entre guillemets, à Zagreb, pourront ainsi y souscrire s'ils le souhaitent. Le plan Urgence Santé, plus global, est en cours de consolidation et vous sera présenté à l'automne. Nous sommes actuellement dans une démarche que nous avons voulu au plus proche des acteurs eux-mêmes. Notre volonté est de ne pas s'éparpiller et d'apporter une aide là où elle est la plus efficace. L'urgence de la future crise sanitaire nous l'impose. Dans la même veine, vous aurez à adopter la proposition du département de mettre en place une prime de revalorisation aux agents titulaires et contractuels de la fonction publique territoriale exerçant au sein de services sociaux et médico-sociaux. C'est l'Assemblée des départements de France qui a porté cette mesure avec le gouvernement, donnant lieu à la publication du décret du 28 avril 2022. Pauline Martin, qui anime le dialogue social au sein de notre collectivité, reviendra sur cette mesure. Elle s'inscrit pour nous dans un souci d'équité de traitement par rapport aux agents de la fonction publique hospitalière déjà concernés par le plan Ségur de la santé. Ce sera pour le département un effort financier annuel conséquent. Parce que la solidarité reste le cœur de l'action du département, Christian Braud vous proposera, avec ses collègues vice-présidentes Florence Galzin et Pauline Martin, d'adopter le nouveau schéma départemental de cohésion sociale 2022-2026. L'intérêt d'un tel schéma est qu'il a pu faire l'objet d'une concertation et qu'il sera ensuite largement partagé entre l'ensemble des acteurs du champ social. Nous le constatons au quotidien à travers la mise en œuvre de la transformation des politiques sociales. L'enjeu aujourd'hui est bien de mieux articuler nos actions sur le territoire avec nos partenaires pour que l'on puisse passer d'un système d'action faite en parallèle à un maillage d'initiatives complémentaires et davantage efficaces. Force est de constater que les fondamentaux qui ont structuré le précédent schéma demeurent. L'emploi au cœur de la politique d'insertion, la personne comme acteur de son projet de vie, la famille comme premier éducateur de ses enfants, la prévention comme un investissement sur l'avenir. Cette session sera également l'occasion de partager avec l'Assemblée départementale les conclusions de la mission d'information menée ces derniers mois sur la protection de l'enfance. Alors, je tiens ici à souligner le travail particulièrement constructif et consensuel des différents membres de la mission. Une 50aine de recommandations est ainsi formulée. Nombreuses s'inscrivent dans les orientations politiques déjà prises par les départements. Pour d'autres, il faudra aussi les porter auprès de nos partenaires, voire du législateur, pour modifier certains textes réglementaires. La solidarité, c'est également permettre à tous les Loiretains d'accéder à la culture. Donc, Laurence Bellet présentera la création d'une nouvelle saison culturelle départementale qui viendra se substituer à l'actuel fonds d'accompagnement culturel aux communes, le FAC. Nous souhaitons que les communes s'emparent davantage de cette possibilité d'aide à la production de spectacles. Le tout s'accompagnera d'une plus grande visibilité pour le public à l'échelle du Loiret. Si la culture est devenue un élément important de l'attractivité, le sujet de l'accès à la fibre reste quant à lui crucial, notamment pour le développement économique. Frédéric Neyraud, en tant que vice-président à l'aménagement numérique, interviendra lors de cette session pour décrire ce second avenant de la délégation de services publics qui lie le département à XP Fibre pour la réalisation de la phase 2 du projet Lycéo. Cette phase 2 consiste à généraliser la fibre sur tout le territoire loiretain, hors zone d'initiative privée, et concerne 262 communes. Ce nouvel avenant que nous avons obtenu après quelques heures de négociation, il faut le dire, permettra d'éviter la pose de poteaux et d'enfouir le plus possible le réseau fibre. Au regard des enjeux pour notre territoire, le département s'engage aux côtés des communes et du délégataire à réaliser un effort financier supplémentaire. C'est aussi cela la solidarité territoriale. Enfin, en ce qui concerne les infrastructures, Hervé Gora évoquera celle à caractère routier puisque vous serez amené à vous prononcer sur le relèvement à 90 km/h d'un nouveau tronçon de route départementale. 15% du réseau total départemental serait ainsi désormais concerné. Soulignons que nos services ont réalisé un travail très précis, tenant compte des données d'accidentologie. L'objectif premier est bien la nécessité de cohérence entre la taille de la voirie et la limitation de la vitesse. Et cela parce que la cohérence de l'usage est également un facteur de sécurité routière. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, cette session sera particulièrement féconde en projets d'avenir. Des projets concrets qui doivent nous permettre encore un peu plus d'aborder la transition de notre département avec sérénité.
à l'image de son premier menu signature Loiret, qui sera prochainement proposé dans une dizaine de restaurants, le département poursuit la valorisation de son agriculture et de ses produits locaux. Je vous rappelle, pour conclure, que nous aurons l'honneur d'accueillir ce midi les différentes confréries de nos territoires et demain matin, un marché de producteurs, comme d'habitude, sur le parvis du conseil départemental. Voilà, la tradition aussi est une marque de fabrique de notre collectivité, autour de valeurs sincères auxquelles je crois pouvoir dire que nous sommes tous attachés, la proximité et l'authenticité. Voilà, je vous remercie, mais je voudrais aussi remercier Jean-Luc Terris. Je ne sais pas s'il est en régie, puisque... Il est parti ? Jean-Luc, montre-toi. Jean-Luc Terris, voilà, c'était sa dernière séance. Donc voilà, je voulais le remercier pour tout ce qu'il nous a apporté. Jean-Luc était partout, notre régisseur. Vous le voyez régulièrement ici dans cette salle, là-haut, surtout à la régie. Vous le voyez au Festival de Sully. Vous le voyez dès l'instant où on sort du département qu'il faut installer un micro, il est là. Voilà, en tout cas, Jean-Luc, on lui transmettra s'il n'est pas. Donc merci à toi, Jean-Luc. Et puis, à la retraite, hein, c'est un départ, voilà, un départ en retraite. Oui, je pense qu'on peut l'applaudir, mais bon. Voilà. Et puis dans les dernières séances, je salue aussi Philippe Ramon, journaliste de la République du Centre, qui nous a accompagnés depuis, moi depuis que je suis ici, je l'ai toujours vu présent. Donc merci à vous, Monsieur Ramon, pour votre travail, et puis d'être toujours présent pour ces séances publiques. Voilà. Merci à vous tous et tous, et je vais vous laisser la parole, évidemment, pour ce débat que nous avons toujours en début de session. Je crois que Hélène a levé la main, oui. Voilà. Donc, Hélène Lorme, je te laisse la parole. Merci. Vous m'entendez bien? Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, donc au cours de cette session, nous serons amenés à débattre de plusieurs rapports budgétaires, à commencer par le compte administratif 2021. Le résultat de l'exercice 2021 est très bon. Il prouve une nouvelle fois la bonne santé financière du département, ce dont nous nous félicitons, avec une capacité de désendettement de seulement 3,5 années et un taux d'épargne brute de plus de 20%. Si nous regardons les ratios cibles que le département met en avant depuis plusieurs années. Attends. Il y a un problème de son. Soit c'est en régie qu'il faut monter le son, soit c'est... Hélène, tu dois peut-être parler plus près de ton micro. Je peux pas être plus près. Ça va mieux là? Je suis à fond et j'ai le micro vraiment. Donc dites-moi. Il faut que je me reconnecte et... Vas-y, tu peux reprendre. Est-ce que c'est bon? Donc, oui. La situation est donc relativement confortable, quoi que vous en disiez à chaque vote du budget primitif. Cette donnée est importante car cela veut dire que la situation financière du département ne peut pas être un frein à la volonté que la collectivité doit avoir de mener à bien ses missions, à commencer par les politiques de solidarité dont nous avons la charge. J'ai un petit retour, je ne sais pas si... Cette session sera justement centrée sur nos politiques sociales, avec notamment la présentation de 2 rapports structurants, celui du schéma de cohésion sociale et celui de la mission d'information consacrée à la protection de l'enfance. Dans les 2 cas, si les intentions et les recommandations vont clairement dans le bon sens, nous attendons leur concrétisation qui passe notamment par l'engagement de moyens supplémentaires disponibles. Lors de l'adoption du précédent schéma de cohésion sociale, j'étais intervenue pour émettre de fortes réserves sur les moyens et le financement mis en œuvre en mentionnant que dans ce schéma, les diagnostics et les perspectives restaient encore partielles. Par exemple, dans la protection de l'enfance. De son côté, Marie-Agnès Courroy évoquait le passage au monde adulte, excessivement difficile pour les jeunes que le département prend en charge. La protection de l'enfance était déjà au centre de nos préoccupations et nous regrettons que le temps ait été perdu pour que l'exécutif prenne la mesure des difficultés du secteur. Si depuis quelques mois, nous sentons enfin une volonté du Conseil départemental de s'emparer du sujet, en annonçant notamment la création de 150 places d'hébergement supplémentaires, les 3 groupes d'opposition, socialistes et républicains, OSELV et PCF L'Humain d'abord, ont souhaité accélérer les choses en proposant la création d'une mission d'information d'évaluation consacrée à la protection de l'enfance. Vous connaissez notre attachement à ce sujet. Nous vous avions fait part en début de mandat de notre volonté d'être une opposition active, responsable et constructive.
cette demande de mission et le travail effectué par ses membres en est l'illustration. Nous aurons l'occasion de nous exprimer plus en détail tout à l'heure à l'occasion de la présentation du rapport, mais nous souhaitons dès à présent mettre en avant quelques éléments. Le constat de la mission est sans appel sur la situation difficile de la protection de l'enfance dans le Loiret, par le manque de place, l'épuisement de certains de nos agents, mais qui continuent de pleinement s'engager dans leur mission, des difficultés de recrutement, et j'en passe. Ce constat a plusieurs origines, et notamment les choix ou parfois les non-choix que le conseil départemental a fait précédemment. Nous avons bon espoir que cela change, comme je l'ai dit à l'instant. En témoignent les engagements déjà pris par la collectivité sur le nombre de places supplémentaires, mais aussi l'engagement, et je la remercie, de la majorité dans cette mission, à commencer par Florence Galzin, vice-présidente et présidente de la mission de l'information. Le rapport final de cette mission a été adopté à l'unanimité et les priorités partagées. Il contient 51 recommandations. Mais ce que nous pouvons d'ores et déjà dire, c'est que les recommandations qui sont de qualité et qui concernent toutes les composantes de la protection de l'enfance, de la prévention jusqu'à la sortie du dispositif, doivent se transformer en actes. Nous en avons les moyens et nous en avons le devoir pour offrir un avenir aux jeunes de l'ASE. Et pour cela, vous pouvez compter sur les élus des 3 groupes de position pour faire preuve de vigilance et de constance. Je vous remercie. Merci, merci pour ce propos. Donc, bon, sur le budget primitif, effectivement, on dit toujours qu'il faut de la prudence. C'est normal quand on établit un budget, on ne connaît pas à l'avance les surprises qu'il pourrait y avoir au cours de l'année. Donc, Marc, il faut être... j'ai pas le son. Vous n'avez pas le son? Bah, je suis désolé. On n'a plus de son, Marc. Je ne sais même pas si on a entendu la fin, Agnès. Bon. Ah, ça y est, c'est bon. Ça y est, c'est revenu. Bon, ouais. Voilà. C'est simplement un commentaire par rapport à la notion de budget primitif où parfois on nous dit excès de prudence. Donc je dis qu'il n'y a pas excès de prudence, il y a une simple prudence et c'est quoi de plus normal. Quand on bâtit un budget, on n'a pas connaissance de mauvaises surprises qui peuvent arriver. Donc on ne peut pas nous reprocher cette prudence. Et évidemment, quand on peut avoir un compte administratif qui est favorable, comme c'est le cas là aujourd'hui, faut le reconnaître. Le compte administratif apporte d'excellents résultats parce que les recettes, on ne maîtrise pas beaucoup. Nous, le niveau de nos recettes, vous savez, d'abord on n'a plus le levier financier et puis on n'a plus le levier fiscal et puis elles sont assez volatiles, notamment les droits de mutation à titre onéreux. Donc, quant aux dotations de l'État, ils peuvent subir un coup de rabot. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours avoir cette idée en tête. Et puis sur vos propos sur la mission, effectivement, je me suis réjoui dans mon discours de cette action et qui a permis d'avancer tous dans le même sens. Et bon, votre vigilance sera la nôtre aussi, évidemment, sur la protection de l'enfance en particulier. Après, vous faites référence à l'histoire de la collectivité. Oui, ok, aujourd'hui les choses ont changé. Les choses ont changé et on n'a plus tout à fait la même approche qu'il y a une dizaine d'années. Voilà, je pense que vous en réjouissez, nous aussi. Ça tombe bien. Bien, d'autres interventions. Oui, alors il y aura Hugues Saury, Dominique Tripet, Christine Tellier. Merci Président. Quelques mots très rapidement en cette session qui, effectivement, vous l'avez dit, se tient dans l'entre-deux tours des élections législatives. Alors, rassurez-vous, je ne parlerai pas de politique nationale, si ce n'est pour dire que je crains et je regrette que dimanche soir, nous déplorions l'élection dans notre département d'un ou plusieurs députés des partis extrêmes de l'échiquier politique, ce qui aura aussi des conséquences probablement sur les situations locales futures. À la suite de cette élection, donc, les 2 chambres vont être rapidement réunies en session extraordinaire afin d'étudier les textes les plus urgents. Je crois savoir que ceux-ci n'ont pas encore été transmis au Conseil d'État, ce qui laissera très peu de temps à celui-ci pour rendre les avis juridiques nécessaires à leur dépôt sur le bureau des assemblées. C'est toujours dommage parce que ça signe souvent des textes qui sont mal préparés. Pourtant, très certainement, le projet de loi sur le pouvoir d'achat sera en discussion dès le mois de juillet, voire début août. Je le signale car il y a évidemment un lien avec le rapport E4 sur lequel nous devons nous prononcer, qui est le rapport d'exécution du plan de lutte contre la pauvreté. J'en conseille la diffusion et la lecture car il m'a semblé très complet. D'une part, c'est un sujet qui me paraît majeur et sur lequel nous devons nous mobiliser. Et d'autre part, ce rapport démontre que État et collectivités locales, lorsqu'il existe une volonté de travailler ensemble,
soit par des liens de collaboration, soit par des partenariats d'orientation et de financement, peuvent être efficaces. Pardon de me répéter, mais l'État doit s'appuyer sur le local pour mener les politiques publiques au plus près de nos concitoyens. Nous en avons là une intéressante démonstration. Ensuite, je voudrais souligner les résultats du compte administratif 2021. Vous venez d'en dire un mot en réponse à notre collègue Hélène Lorme. Si on peut se réjouir du niveau de taux d'épargne brute et de la capacité de désendettement qui sont les indicateurs que nous suivons plus particulièrement, il ne faut pas nous réjouir trop rapidement. Ce sera dit de façon beaucoup plus complète dans cette session, certainement, mais nous avons bénéficié en 2021 de circonstances très favorables et inédites, avec des AIS en régression, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et en termes de recettes d'un niveau record de DMTO. Or, nous allons devoir faire face à des dépenses que nous ne maîtrisons pas, que sont l'augmentation du point d'indice pour les salaires de la fonction publique et également l'explosion des tarifs de l'énergie et du carburant. On en voit déjà la conséquence dans l'ADM qui nous est proposée. Par ailleurs, on peut craindre de ne pas retrouver le même dynamisme des DMTO pour cette année et les suivantes. Et je rappelle que sur le quinquennat qui débute, une mesure d'économie de 10 milliards d'euros a été confirmée en mars dernier par le rapporteur général du budget La République En Marche à l'Assemblée nationale, Laurent Saint-Martin, lors de son audition en tant que représentant d'Emmanuel Macron, alors candidat, devant les élus de France urbaine et Intercommunalité de France. S'il est confirmé, et à mon avis il le sera, c'est un effort très conséquent. Ceux qui étaient présents dans le mandat précédent se souviendront que les coupes sévères de 2014 qui se sont appliquées sur les budgets entre 2015 et 2017, sous le mandat de François Hollande, avaient été annoncées à 10 milliards, soit le même montant, pour être portés finalement à 11 milliards d'euros. Cela avait eu pour conséquence d'assécher complètement notre budget d'investissement qui était tombé de mémoire à environ 60 millions d'euros, par diminution très forte de notre autofinancement. Donc l'augmentation des dépenses associées à la diminution de nos recettes peut faire dégringoler très vite les ratios dont nous pouvons nous féliciter aujourd'hui, et donc prudence. Merci, Président. Tout à fait d'accord avec vous, et c'est l'ancien rapporteur du budget qui a parlé aussi, qui a tenu ses propos, hein, monsieur le sénateur Saury, qui a été rapporteur du budget. Effectivement, on peut redouter un effet ciseau, baisse des dépenses, augmentation baisse des recettes, augmentation des dépenses. Voilà, donc c'est pour ça on se réjouit des bons résultats, mais la prudence doit être de mise, effectivement. J'avais donc Dominique Tripet et ensuite Christine Tellier. Oui, merci Monsieur le Président. Donc en propos liminaire, nous aimerions, notre groupe, faire un point sur la situation dans laquelle se trouvent les Loiretains et Loiretaines sur le pouvoir d'achat, notamment sur le coût de l'énergie qui est de plus en plus important. Ainsi, à notre échelle départementale, il pourrait y avoir un chèque énergie pour les foyers les plus fragiles. Nous nous félicitons, en tout cas pour notre groupe, de la prime de revalorisation pour les agents et agentes de la fonction publique territoriale, des secteurs sociaux et médico-sociaux. Mais au-delà d'une prime, c'est une réelle revalorisation salariale du point d'indice de la fonction publique dont nous avons besoin. Ce n'est certes pas la seule décision du Conseil départemental, mais une impulsion qui doit se faire au niveau national et qui doit s'accompagner, bien évidemment, des financements nécessaires aux différentes collectivités. Pour ça, des leviers existent sur le plan national pour permettre cette revalorisation salariale qui comptera pour la retraite et aidera à donner de l'attractivité à ces métiers par une meilleure reconnaissance de ces agents et agentes. Cette question du pouvoir d'achat concerne tous les habitants de notre département, mais évidemment de la France. On verra dans cette session les décisions sur le plan de lutte contre la pauvreté, les sujets liés au bien vieillir, à la perte d'autonomie et au handicap, mais aussi sur les questions de santé, sujet majeur et malheureusement quotidien, avec des problèmes d'accès aux soins pour de nombreux habitants de notre département. Nous nous félicitons que la proposition portée depuis de nombreuses années par les communistes du département du Loiret de créer un CHU à Orléans semble voir le jour. Nous restons cependant vigilants et vigilantes à la bonne tenue de ce projet. Il faut permettre d'agir efficacement pour que les médecins viennent et restent dans notre département, qui est un des pires dans ce domaine aujourd'hui. Ce projet est une réponse publique pour répondre au projet de la fac de Zagreb. Nous réitérons notre proposition d'un bus de santé itinérant pour le département parce que nous savons qu'aujourd'hui, les futurs médecins qui seront formés à Orléans ne le seront que d'ici quelques années. En attendant,
Il faut travailler sur une réponse de proximité immédiate. Ce bus répondrait à ce besoin de médecins dans les zones rurales touchées par la désertification médicale, mais également dans certaines communes ou quartiers populaires où de trop nombreuses familles se retrouvent sans médecin de famille, justement. Par rapport à tous ces sujets qui touchent le quotidien des Loiretains et Loiretaines, nous espérons que ces ambitions seront aussi accompagnées d'un changement d'orientation de la politique nationale avec enfin des députés qui le porteront. Au sujet de la mission d'information, c'est une bonne chose que ce type d'événement soit prévu au règlement intérieur. Ça a permis réellement de faire avancer les choses, à la fois dans l'analyse de la situation dans notre département, des réalités de terrain vécues par les différents acteurs, par les agents du département, par les familles ou même les jeunes issus de l'ASE. Des pistes de réflexion, des points de vigilance et des actions à mettre en place ont été pointés grâce à cette mission d'information. Et il faudra également qu'il y ait une traduction forte de tout ça dans les futures politiques départementales et que ça se traduise bien évidemment par un engagement financier. Aussi, à la bonne vue de la santé financière du département, nous aurions pu aller plus loin dans la mise en place de nouvelles politiques départementales et avoir des budgets qui répondent plus fortement aux ambitions qui s'était donné le département, notamment sur la transition écologique et les assises que nous avons tenues avec de très beaux engagements, mais que nous avons du mal à retrouver dans la traduction dans les orientations budgétaires. En termes de santé et de maisons de retraite gérées directement par le département, il y a peut-être de nouveaux services publics à développer dans le Loiret pour répondre aux besoins des habitants de tous les âges et à tous les âges de leur vie. Enfin, et pour terminer, concernant le développement des services publics sur tout le territoire, y compris de nouveaux services publics pour répondre au plus près aux besoins des citoyens au vu de la situation de crise actuelle notamment, dont l'inflation d'ailleurs, doit faire partie de nos réflexions dans notre Assemblée, parce que la situation financière du département le permet, et parce que nous ne pouvons laisser le Rassemblement national, vous avez raison, Monsieur Saury, utiliser ces manques à ses fins en trompant les citoyens. Aucun député du RN ne défendra une réponse publique, une solidarité plus forte et plus présente, ce qui est pourtant l'ADN de notre département. Aucun député RN ne défendra l'utilité de notre échelon départemental, des moyens supplémentaires pour ceci. Et il est de notre devoir à toutes et tous d'appeler clairement à leur faire barrage. Rien ne justifierait un ni-ni, si ce n'est à les laisser gagner, et ce qui nous déshonorerait. Merci. Bien, merci pour votre intervention. Donc, sur le pouvoir d'achat, sur la santé. Alors, la santé, c'est vrai que je pense que tous les élus, tous les Loiretains défendaient l'idée de créer un CHU Orléans. Ça, c'est pas l'apanage que des élus communistes. Ça, c'est, je peux témoigner d'ici. Moi, je suis ici depuis 2004. C'est constamment dans tous les débats. À chaque fois, il y a toujours eu on a toujours souligné cette anormalité quelque part qu'il y a un CHU à Tours et qu'il n'y en ait pas sur Orléans. Donc, mais maintenant, on ne peut que nous réjouir, comme vous le dites, effectivement, que ce CHU arrive à Orléans. Et comme toutes les actions sont bonnes à prendre, le fait que des étudiants puissent aussi, je dirais, étudier à partir de la fac de Zagreb, pourquoi pas. Donc après, effectivement, les frais d'inscription sont beaucoup plus élevés. C'est la raison pour laquelle il y a une bourse un peu différenciée vous avez vu, pour les étudiants qui feraient ce choix. Donc pour nous, tout est bon à prendre. Toutes les actions sont bonnes à prendre dans ce domaine-là. Le bus santé itinérant, oui, c'est dans les réflexions. Effectivement, nous sommes aussi sur la même longueur d'onde parce que ce bus santé, il peut avoir sa pertinence dans certaines zones rurales très éloignées, mais pourquoi pas aussi dans d'autres secteurs plus urbanisés. C'est à voir. En tout cas, ce sera vraiment une piste, et c'est une piste intéressante, et je sais que la commission de Laurence Bellet y réfléchit. La mission d'information, ok, donc là, effectivement, vous l'avez dit, les recommandations, elles ont été, vous les avez toutes adoptées à l'unanimité, si j'ai bien compris, dans cette commission, dans cette mission. Donc, des recommandations, elles sont faites pour être appliquées, tout simplement, donc elles le seront. Et puis, sur les maisons de retraite, les EHPAD, oui, là, on s'interroge, et Christian Braun le premier, sur quel est le modèle de vieillissement pour les années futures. Est-ce que c'est toujours l'EHPAD tel qu'on le connaît aujourd'hui? J'en suis pas sûr. Donc, il y a des réflexions aussi qui sont menées sur des plus petites unités de vie. Et puis, on voit bien que l'EHPAD tel qu'on le voit aujourd'hui, il va peut-être probablement se transformer petit à petit en un hôpital pour la fin de vie. Mais dans ce cas-là, il faudra que l'État mette vraiment les moyens pour accompagner ces personnes de plus en plus dépendantes qui ne peuvent plus être dans une petite unité de vie
vu le niveau de dépendance. Donc, il y a une réflexion. Alors, je vous le dis aujourd'hui, mais on aura l'occasion d'en reparler. Il y aura une expérimentation sur le Montargois autour du CHAM. Là, je pense qu'il y a vraiment un bon projet qui est en train de se mettre en place où nous sommes acteurs aux côtés évidemment de l'hôpital, de l'ARS. La région se joindra probablement à nous pour avoir vraiment quelque chose d'innovant. Et c'est ce que je souhaite en tout cas, qu'il y ait de l'innovation dans ce domaine-là. Donc, on aura l'occasion de décrire précisément ce qui va se passer par là, mais je pense que voilà, l'expérimentation, ça veut dire que on va observer, puis si ça fonctionne bien, on pourra peut-être après étendre. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a des précisions pour alors Pauline et puis ensuite peut-être Christian. Oui, moi je vais répondre sur l'aspect RH. Donc, vous le savez très bien, on attend effectivement de savoir quel sera le taux du point d'indice pour le 1er juillet, donc avec une augmentation annoncée. On attend juste les montants. Vous précisez qu'effectivement, nous allons valider les augmentations dans le cadre du Ségur 2 de la santé vis-à-vis du personnel, mais que tout ça est à la charge du département et qu'il n'y a aucune compensation de l'État, ni pour l'un ni pour l'autre. Je pense qu'on a toujours suivi évidemment tous les textes réglementaires, même parfois on a été au-delà. Donc je pense qu'au niveau de nos agents, ils sont quand même traités de belle manière. Je pense qu'il n'y a pas à ce niveau-là, on a toujours été réactifs. Christian. Oui, quelques précisions dans la suite de ce que disait notre président tout à l'heure. Pour les solutions qui peuvent être apportées aux personnes seniors et de plus en plus dépendantes, effectivement, on est sur la base de réflexion, de travail, de mise en place, tout d'abord dans le Montargois, mais quelque part de réfléchir sur une approche territoriale aussi. Et ne pas se limiter au Montargois, c'est bien notre objectif. Et ça, on le travaille, comme disait le président, avec l'ARS, avec tous les acteurs de ce territoire pour commencer, que ce soit EHPAD, centre hospitalier et tout autre service qui sont là pour, je dirais, proposer différentes solutions, parcours possibles, etc., en fonction de l'âge et en fonction de la perte d'autonomie, dans les meilleures conditions possibles et toujours vieillir au mieux possible. C'est notre objectif. Et les centres de ressources seront mis en place. C'est le terme exact. Ces centres de ressources dont un décret a été sorti au mois d'avril, toute fin avril. Et donc le travail avec l'ARS est largement avancé et devrait faire appel à projet dès la rentrée. Et puis nous avons toujours notre plan Loiret Bien Vieillir qui court toujours pour aider au financement des travaux sur les EHPAD. Oui, tout à fait. Là, c'est 7 EHPAD qui ont déjà fait l'objet de travaux et donc on continue sur les autres EHPAD parmi les 23 qui avaient été listés dès le mandat précédent pour améliorer l'état de certains EHPAD et des réflexions importantes sur ceci. Voilà, et dire aussi que il y a près de 800 places disponibles dans nos EHPAD. C'est-à-dire que ça montre que l'EHPAD n'est pas forcément le premier choix des personnes âgées ou des familles pour leurs aînés. Donc, voilà, on s'interroge, quoi. Dernier recensement, 780 places libres au 24 mai. Donc, par rapport à 7000 places, un peu moins de 7000 places, 6900 et des poussières. Donc, vous voyez, c'est 13%. Donc, oui, aujourd'hui, eh bien, 80% des personnes souhaitent être maintenues dans les meilleures conditions possibles, et c'est sur quoi on travaille, les meilleures conditions possibles à leur domicile. Bien, donc il y avait Christine Tellier, je ne sais pas s'il y aura d'autres prises de parole derrière. Bon, alors, Christine Tellier, allez-y. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillères et les conseillers, nous voici à la fin de la première année de notre mandat et comme nous nous y étions engagés, notre participation s'est voulue active et constructive. Plusieurs sujets ont fait l'objet de travaux concertés avec l'écoute de la majorité, que nous voulons saluer, donnant lieu à des documents qui fondent la politique des prochaines années de ce mandat. Il était donc très important pour nous,
que vous teniez compte de nos propositions, et si toutes n'ont pas été entendues, plusieurs l'ont été. Nous nous en réjouissons. A contrario, nous sommes déçus que le principe d'une aide au diagnostic et d'un accompagnement pour la rénovation énergétique des bâtiments, des établissements sociaux et médico-sociaux tarifés par le département, d'abord retenu ce principe dans la restitution de la COP interne, ait été finalement écarté en commission permanente. Plus largement, les choix budgétaires de 2022 et ceux du PPI présentés lors de cette session ne sont, de notre point de vue, pas à la hauteur d'un engagement écologique, social et médico-social ambitieux. Mais je souhaite insister sur les aspects positifs et constructifs de cette première année. La qualité du dialogue et les avancées que nous avons pu collectivement réaliser. La mission d'information et d'évaluation de la protection de l'enfance a été une première expérience d'un travail collectif majorité-minorité efficace. Hélène Lorme vous a fait part déjà de notre position générale intergroupe et elle y reviendra lors de la présentation de ce rapport. Il est donc inutile que je rentre dans les détails. Je voudrais juste faire une petite précision. La mission a été de 4 mois et non pas de 6, comme indiqué dans le rapport de présentation à l'Assemblée, du 10 février au 2 juin très exactement, ce qui donne une idée de la contrainte temps pour la mission, mais aussi pour les agents qui ont rédigé ce rapport et que je veux remercier de leur engagement. Les recommandations qui ont été votées à l'unanimité nous engagent tous. J'ajoute, bien que nous ayons omis dans le rapport ce point, qu'il sera indispensable de dorénavant diffuser auprès des élus de cette Assemblée les rapports produits par l'ODPE pour parfaire le pilotage de la politique de protection de l'enfance de notre département et le suivi de l'exécution des recommandations. Pour le schéma de cohésion sociale, en cohérence avec le rapport de la mission et conscient que les services n'avaient pas le temps, vu les délais, de rédiger des fiches actions pour sa mise en œuvre, nous avons demandé à ce qu'en soit inscrit le principe de réalisation et de programmation dans le schéma. Or, la formulation qui s'y trouve, la mission protection de l'enfance viendra compléter la réflexion départementale, est impropre. Elle réduit complètement la portée du dit rapport et donc de ses recommandations, puisqu'il ne fait pas l'objet d'un vote par ailleurs. C'est pourquoi je vous ai sollicité, Monsieur le Président, afin qu'il soit formellement précisé que ces recommandations feraient l'objet d'une programmation et que l'engagement du département soit clair et fort, ce que j'ai cru entendre à l'instant, Monsieur le Président, et je vous en remercie. En dehors de ce point, pour l'élaboration du schéma, là aussi, nous avons pu nous concerter. Pas autant que nous l'aurions souhaité pour approfondir des sujets et leur mise en œuvre avec les partenaires, certes, mais au moins avons-nous pu poser des bases communes, avoir de vrais débats dans une ambiance respectueuse et agréable, en particulier dans notre commission. Merci, Monsieur Brault, et des éléments qui nous semblaient essentiels ont été intégrés. Merci pour cela. Si je regrette que ma proposition de charte d'engagement réciproque entre le département et les associations gestionnaires n'ait pas été retenue, j'ai retrouvé dans le schéma des dispositions qui s'en sont inspirées, telles un des enjeux des fiches actions du schéma de cohésion sociale va être d'entretenir la confiance entre les acteurs médico-sociaux et le conseil départemental. Justement, force est de constater que l'indispensable concertation avec les acteurs est également constructive. Et je me réfère en cela à la journée organisée avec les SAD, SIAD et HAD. On ne réussira pas ce mandat sans engager une concertation approfondie avec chacun des secteurs et sans prendre en compte concrètement les propositions qui en résulteront. Les associations restent inquiètes, Monsieur le Président, sur la manière dont sera mise en œuvre la transformation de leurs activités pour le 100% inclusion voulu par le département et nous-mêmes. La concertation avec les associations pour l'élaboration du schéma de cohésion sociale a été très réduite. Sans parler en leur nom, car là n'est pas mon rôle, je peux quand même témoigner de la méthode collective importante que l'Agence régionale de santé avait mise en œuvre pour l'élaboration des programmes régionaux de santé 1 et 2 et la dynamique positive que cela avait permis pendant plusieurs années. Et si de réels progrès sont notables, il me semble, Monsieur le Président, que la confiance et la concertation soient encore à améliorer. Pour cet objectif, outre celui d'une co-construction des réponses, le schéma précise
qu'il doit aussi mettre en avant les atouts du dynamisme du territoire loiretain pour être une condition de l'attractivité en termes de métiers et de projets. En effet, on ne peut se contenter de constater que les problèmes de recrutement des professionnels, tant éducatifs, soignants que logistiques, touchent tous les départements. Il faut agir pour notre département résolument, en considérant sans déni l'ensemble des conditions de travail. D'abord les salaires, bien évidemment, mais aussi les ratios d'encadrement, c'est-à-dire le temps de professionnel consacré à un bénéficiaire, une mission ou une tâche, les avantages accordés, les temps de formation, la prise en compte des risques psychosociaux, la pluridisciplinarité qui doit être partout et dans toutes les étapes des parcours des bénéficiaires, et le travail d'équipe, crucial pour faire baisser la charge mentale de chacun et de tous, la reconnaissance de ces métiers et, en fonction de tout cela, l'image du département employeur. Cette image s'améliorera par la prise en compte de la parole des professionnels et le dialogue réel et constructif avec les associations qui ne doivent pas se sentir en danger ou dédaignées. Enfin, que ce sentiment soit subjectif ou objectif, il faut travailler sur cette impression de ne pas être tout à fait prise en compte et d'être quelquefois en danger dans les dialogues budgétaires. Enfin, engager une politique d'attractivité et de solidarité avec les Loiretains, ce n'est pas se contenter de mettre en application les lois et règlements qui s'imposent à nous, comme la revalorisation des métiers à domicile au strict 22 et 25 euros, par exemple, c'est bien décider de faire plus encore en priorisant toutes les dépenses sociales, médico-sociales et en anticipant les politiques à mener pour la durée du mandat et plus encore. Notamment, si nous nous réjouissons de voir écrit que la prévention comme investissement doit structurer le schéma, nous espérons que les faits et les financements le démontreront. Les besoins, donc les dépenses, vont mécaniquement augmenter. Oui, Monsieur le Président, c'est vrai. Mais on peut et on doit aller au-delà. Elles doivent absolument, partie prenante d'une écologie sociale et solidaire, être pensées et décidées comme l'investissement vital à la cohésion sociale, à la paix civile, à l'avenir de nos enfants, de notre planète et à l'honneur du département et de ses élus. Je nous le souhaite à toutes et à tous. Merci, Monsieur le Président. Bien, donc merci pour ces propos. Alors, je ne vais pas tout reprendre, évidemment. Sur la partie, je dirais, environnement, écologie, transition, je pense qu'on fait beaucoup et on va continuer, on va amplifier, évidemment, ces démarches. Alors, pour le diagnostic thermique des établissements sociaux et médico-sociaux, effectivement, pour l'instant, ils sont, je ne vais pas dire qu'ils sont mis de côté, mais on va d'abord traiter les collèges. Et là, on voit que les sommes vont commencer à arriver. Hervé, je pense que Hervé et Jean-Luc, vous êtes dans la démarche, donc les millions d'euros vont s'additionner déjà aussi pour cette démarche-là. Sur le plan Loiret bien vieillir, on l'a dit tout à l'heure, donc ce plan entre guillemets EHPAD, il est en cours, il y a encore des crédits qui permettent d'avancer. Faut-il encore que les établissements soient prêts? Parce que, pareil pour les établissements médico-sociaux, il faut qu'eux aussi soient prêts. On n'a pas la main, on n'a pas 100% la main sur ces établissements, sur les bâtiments. Même si on incite, même si on pousse, on l'a vu pour le plan Loiret bien vieillir. On avait affiché, je crois que c'est 23 EHPAD et en gros, c'était, je sais plus de 20 millions d'euros, mais on voit bien que parfois, il faut vraiment pousser. Il faut sensibiliser les directions d'EHPAD pour pouvoir s'engager dans cette démarche. Je fais une petite parenthèse, mais en France, nos lois de décentralisation elles sont bien, mais elles vont jamais jusqu'au bout. Enfin, ce qu'on aurait pu imaginer, c'est que sur les EHPAD, on donne la main à ce moment-là, plus encore au département, avec évidemment des financements qui vont avec, mais pour qu'on puisse, nous, sur la partie hébergement et bâtiment, qu'on soit vraiment à la manœuvre. Sur la partie sanitaire, évidemment, c'est pas de notre ressort, ça reste une compétence régalienne. Mais voilà, on est un petit peu au milieu du gué aussi, on n'a pas entièrement la main, donc même si on sensibilise. Sur la mission, merci pour vos propos. Et effectivement, 4 mois ou 6 mois, si on avait pris 6 mois, on aurait dû en parler, enfin la présenter au mois d'octobre. La session d'octobre, ça aurait été un peu loin. Donc c'est vrai que l'idée de Florence, et je la remercie pour tout le travail qu'elle a accompli.
Mais voilà, on a pu le faire en 4 mois, mais ça a été lourd pour les services. Et surtout pour les agents que je voulais remercier, Monsieur le Président. Pour les services et pour les élus qui ont participé. Je remercie aussi tous les élus, quels qu'ils soient, qui ont participé à cette mission. Je rappelle quand même qu'il y a une partie qui est confidentielle. Sur le rapport de 800 pages, il y a une partie confidentielle qui doit le rester, évidemment, puisque lorsqu'on a des noms qui sont évoqués, je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas partager. Voilà. Par contre, le rapport, évidemment, lui, le rapport qui est présenté ici, il est tout à fait diffusable. Voilà, donc après sur les autres propos, je crois que Pauline aura un petit mot à dire sur les métiers, l'attractivité des métiers ou sur tout ce qui concerne nos agents. L'attractivité des métiers, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir le RTS sur notre territoire. Moi, je pense qu'il faut aller plus encore au-devant, qu'on soit terrain de stage, qu'on soit pour essayer de pouvoir attirer ces jeunes dans les métiers qui sont offerts par le département. Voilà, donc Pauline, un point, et puis je ne sais pas après si Christian avait quelque chose à dire. Oui, juste, il y a quand même un travail extrêmement important qui est fait par les services RH sur l'attractivité des métiers, en particulier avec le RTS cette année, pour essayer de capter un maximum de jeunes sortant des écoles diverses et variées, et pas que dans l'action sociale, puisque tous les métiers sont en souffrance aujourd'hui. Vous avez parlé de pluridisciplinarité, Madame Tellier. C'est un peu l'ADN de la transformation de l'action sociale. De pouvoir effectivement que nos agents soient maintenant un petit peu plus pluridisciplinaires, qu'on puisse aborder l'usager à 360 degrés et à travers toutes ces problématiques, et puis surtout que nous puissions travailler avec les partenaires pour que finalement on ne le dit qu'une fois, soit vraiment respecté et qu'on ne perde pas les usagers entre les services du département, les silos et les partenaires. C'est vraiment un des fondamentaux de la transformation des politiques sociales. Merci pour cette précision. Je crois qu'il y a Florence Galzin qui voulait parler à distance. Donc, tu as la parole, Florence. Oui, et juste si vous m'entendez, par rapport au délai, je crois que Monsieur Dumay était avec nous, mais il me semble que si on avait dépassé le délai de cette session, on dépassait les 6 mois, puisque la session était en octobre. Donc, on aurait éventuellement pu essayer de rallonger d'1 mois, mais ça nous s'est décalé tous les plannings. J'espère que M. Dumay confirme. Et en fait, c'est pour ça qu'on a été assez contraint par le délai. Christine nous l'avait dit depuis le début, mais on était contraint par des délais administratifs. Et effectivement, ça a été très contraignant pour les agents. On les remercie tous, mais je crois que le délai, on ne pouvait pas faire mieux. Christian ? Oui, quelques mots sur le schéma qui a été évoqué dans vos propos. Effectivement, travail de collaboratif avec les associations, et je retiens effectivement ce travail important qu'il y a eu dans cette journée SAD-SIAD, et ça, je crois que c'est important. Et nous avons encore rencontré, plus tard que la semaine dernière, les fédérations de SIAD et de SIAD pour la mise en place des 3 € là sur la base de critères dits de qualité, et je crois qu'ils sont totalement satisfaits, ils apprécient ce travail qui a été lancé et la bonne collaboration. Et en ce qui concerne les associations, et rassurer les associations sur la transformation de l'offre médico-sociale et un peu la crainte de cela, je crois que c'est tout le travail qui est fait dans l'élaboration des CEPOM avec ces associations gestionnaires d'établissements et autres, que font les services, que nous faisons également, pour travailler avec eux, avoir cette vision à 5 ans, mais même au-delà, et donc rassurer en même temps sur cette mise en place dans les meilleures conditions possibles de cette transformation, et donc d'aller vers l'inclusion de plus en plus importante, dans le sens de l'esprit du 100% inclusif que nous avons été labellisés en 2019. Je crois que nombre souligne, je l'ai entendu ces derniers temps, du changement et des bonnes relations qu'il y avait, qui s'améliorent avec les associations et avec le département.
Tout à fait. Je pense que les liens sont retissés, ou se retissent, continuent à, en tout cas, se retisser, et c'est tant mieux. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, écoutez, merci. C'est vrai que ce propos d'ouverture a été assez court, mon discours volontairement assez court, parce que c'est vrai qu'on est entre deux tours d'élection et je voulais pas qu'il y ait de sujet à polémique. Alors donc là, les commissions vont se réunir. Je vous propose que les réunions se réunissent durant une demi-heure, 3/4 d'heure, que nous reprenions à midi moins le quart. Ensuite, pour une demi-heure, midi moins le quart, midi et quart. Midi et quart, je vous proposerai d'aller à la bretonnerie où nous attendre toutes les confréries. Je vous incite à venir parce qu'ils sont très, très heureux de nous voir et puis de montrer leur savoir-faire. Et nous reprendrons la séance, on se donne un peu de temps, on reprendra à 14h30. Voilà, donc là, on fera une demi-heure de session. Donc ça sera probablement, Florence, on passera peut-être le rapport de la mission pour information. Et puis après, si on peut commencer les rapports B, on le fera. Mais on se donne, voilà. Je vous laisse 3/4 d'heure, c'est bon pour les collègues, les présidents de commission? Une demi-heure? Eh ben, parfait. Allez, vous avez une demi-heure, reprise à 12h30 pendant 3/4 d'heure, donc jusqu'à midi et quart. Reprise à 11h30. Allez, reprise à 11h30, vous avez le temps de commission. Merci.